C'est comme ça que ça commence, sur le balcon d'Erwan et Dalila. Alors on a entendu qu'à l'intérieur de l'appartement, ils sont nombreux pour fêter les 36 ans d'Erwan. Mais nous, on ne va suivre que 6 personnages. Ce sont 6 trentenaires, comme vous et moi, qui sont liés entre eux par des histoires d'amour ou d'amitié. Donc on va suivre leur trajectoire qui se croise à la manière d'une comédie romantique. Sauf que ces 6 personnages, ils sont tous porteurs d'un secret. On pourrait dire d'une sorte de malédiction mythologique. Alors forcément, cette comédie romantique, elle penche quand même doucement mais sûrement vers une inquiétante étrangeté et elle va plutôt flirter du côté du fantastique. C'est en fait depuis le début du spectacle des petites distorsions avec le réel, des petits mystères, des petites anomalies qui sont instillées comme ça. Ces distorsions, elles sont prises en charge par le son, elles sont aussi prises en charge par les images scéniques. Dès le début du spectacle, par exemple, on a comme ça une image d'un baiser d'amour passionné, goulu, qui va se transformer en gobage. Ces distorsions, elles sont évidemment constitutives de la narration, et donc elles sont dans l'écriture. Ces 6 personnages dont j'ai parlé suivent tous une trajectoire qui se tord, qui vrille. Par exemple, on peut citer le personnage de Pavel, qui est une sorte de variation contemporaine de Barbe Bleue, et qui, de prime abord, est plutôt très sympathique et très attendrissant. Il est rigolo, il est avenant, il a du bagou. Et puis, il est touchant parce qu'il est tellement inquiet que sa nouvelle copine le quitte dès que possible pour n'importe qui sera moins gros ou moins petit ou moins chauve que lui. Mais au fur et à mesure, sa possessivité devient de plus en plus inquiétante et il agit de manière de plus en plus mystérieuse et oppressante. Et c'est comme ça, en fait, pour chacun des 6 personnages, et chacun des 6 personnages va avoir une trajectoire comme ça qui se tord. Et à force de se tordre, forcément, à un moment, ça se brise. Et alors, là est toute la question, à partir du moment où on est arrivé à cette cassure-là, est-ce que définitivement c'est un point de rupture ou est-ce que ça peut continuer derrière? Et si ça peut continuer, comment? C'est-à-dire comment ces 6 personnages vont pouvoir se dépatouiller de ces situations. En gros, on a commencé avec une sorte de léger marivaudage, comme ça, gentiment distrayant, nourri de bons mots, et puis on a viré dans l'effroi. Ce que je souhaite faire, moi, avec l'écriture et la mise en scène de Qui vous crûtes aimer, c'est de parler de la place du secret dans la relation amoureuse. C'est-à-dire, dans une relation amoureuse, qu'est-ce qu'on accepte de révéler de soi? Qu'est-ce qu'on peut aussi révéler de soi? Et de l'autre côté, surtout, qu'est-ce que c'est que ce désir qu'on peut avoir de connaissance absolue de l'autre? Un désir dévorant, absolu. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce désir et quel risque on prend avec ça? Quel risque on fait prendre à la relation et aussi à soi-même? Je me suis aperçue que depuis le début de mon travail d'autrice ou de metteuse en scène, il y a une constante qui m'accompagne toujours, qui est le conte. Le conte avec ses logiques propres, avec son imaginaire comme ça, baroque, quoi, qui navigue entre le trivial et la féerie. Et puis surtout avec ces invraisemblances qui ne nous empêchent pas du tout d'adhérer, bien au contraire. C'est-à-dire que qu'on soit enfant ou adulte, on a une espèce d'adhésion totale, comme ça, de bonne foi à ce qu'on nous raconte, tout invraisemblable que ce soit. Et moi, je pense que c'est parce que, dans le fond, on pressent que le conte nous parle à nous et nous parle de nous, de notre humanité profonde. Alors bien sûr, Qui vous crûtes aimer, ça s'inscrit dans la suite logique de ce travail-là. J'ai parlé tout à l'heure de ces trajectoires de personnages qui vrillent. Pour être plus explicite, en fait, moi j'ai donné à chacun de ces personnages une sorte d'identité secrète. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont des kidam, ils sont, encore une fois, comme vous et moi, ils sont banals, ils sont anonymes, mais ils sont aussi
des variations contemporaines de ces figures mythiques. Donc j'ai parlé de Barbe Bleue, mais on a aussi le Minotaure, on a Midas, celui dont tout ce qui touche se transforme en or, on a Mélusine, la femme serpent. Ces identités secrètes, le spectateur n'a pas besoin de les connaître, n'a pas besoin de les identifier. Elles agissent en fait comme des moteurs dans la narration. C'est-à-dire que comme ces personnages sont porteurs de ce secret, de cette malédiction, de cet atavisme monstrueux, qu'en plus ils ne peuvent pas révéler puisqu'ils vivent dans ce monde contemporain qu'on connaît tous, eh ben, ils sont un peu prisonniers, ils sont obligés d'agir d'une certaine manière qui va être plus monstrueuse finalement. Alors même que eux, tout ce qu'ils voudraient, c'est vivre le plus simplement du monde. Tout ce qu'ils cherchent à faire finalement, c'est à être heureux. Et ils se débattent et ils font de leur mieux. Et c'est ça qui, pour moi, les rend très humains, ou peut-être c'est l'inverse aussi d'ailleurs, peut-être que notre humanité est pleine de monstruosité. C'est-à-dire que, dans le fond, d'une manière simple et égoïste, tout ce qu'on veut, c'est être heureux, mais que malgré nous, eh ben, on est maladroit, et puis on est mesquin, et puis on a des idéaux qui sont plus grands que nous. Alors, Qui vous crûtes aimer, je ne dirais pas que c'est un conte, mais en tout cas, ça s'inscrit très clairement dans une ligne de réalisme magique, parce que tout au long de la pièce, on navigue entre le quotidien le plus trivial et la fantasmagorie. Alors désormais, le projet de mise en scène, c'est de garder ce cap-là, c'est-à-dire de continuer à marcher sur cette crête, comme ça, très fine et très friable, entre le réel d'un côté et l'onirisme de l'autre. Alors je vois que le croquis de mise en scène et de scénographie est apparu. Avec Lucie Gautrin, qui est donc la scénographe de Qui vous crûtes aimer, la première gageure, en fait, c'était de trouver un espace qui permette de traverser la multitude de lieux proposés par le texte. C'est-à-dire que tout au long du texte, on est baladé comme ça, entre les extérieurs les plus ouverts, comme une fête de quartier, jusqu'aux intérieurs les plus intimes, comme une salle de bain ou une chambre à coucher. Alors, l'idée scénographique, c'est qu'en fait, le plateau est constitué à la fois de 2 cellules fixes, qui sont ces appartements en coupe qu'on peut voir, qui vont chercher dans les hauteurs. Et puis tout le reste, c'est des éléments mobiles, donc des accessoires, des pans de murs, qui seront déménagés pendant le spectacle par les acteurs eux-mêmes ou par des régisseurs plateau. Et ces éléments mobiles, en fait, ils ont pour mission de faire exister en différents points du plateau des espaces qui n'apparaissent que ponctuellement. Le parking de la Société Générale, une gare SNCF, etc. Donc en fait, là on ne le voit pas trop parce que ce croquis est assez propre. Mais en vérité, je crois que le plateau, ça va être un grand bazar. Sauf que ça, encore une fois, le spectateur ne le sait pas. C'est-à-dire qu'à chaque tableau, l'espace n'est éclairé que très ponctuellement dans l'aire de jeu qui est habité. Si ça se passe dans la salle de bain, on a une lumière qui n'éclaire que la salle de bain et tout le reste du plateau disparaît dans le noir. L'idée, c'est qu'en fait, le spectateur, au bout d'un moment, soit un peu perdu, ne sache plus comment tout ça s'articule, comment tout ça s'agence. En fait, lui, il n'a pas connaissance de la totalité du plateau jusqu'à la fin du spectacle. Au sein de chacune de ces petites aires, par contre, le décor est très très détaillé, très, très finement réaliste, enfin jusqu'à un certain point. Je reprends l'exemple de ma salle de bain. J'ai du carrelage au sol, j'ai du carrelage qui commence à grimper le long du mur, mais au fur et à mesure, peut-être il y a un peu moins de carreaux de carrelage, jusqu'à ce que ça se fonde complètement dans le noir. C'est comme si en fait l'espace se délitait, quoi. Ce qu'on a cherché à faire en fait avec Lucie Gautrin, c'est à recréer une imagerie qui soit celle du rêve. Pour moi, il y a 2 éléments qui sont très constitutifs du rêve, qui sont d'une part le sentiment de perdition, de vertige dont j'ai parlé, avec cette histoire de ne pas savoir comment les choses s'agencent et s'articulent, et d'autre part cette fausse identification, c'est-à-dire cette chose oui, je reconnais bien que c'est une salle de bain, mais quand même, c'est pas tout à fait normal, quoi.
En ce qui concerne le son, pardon, je fais un petit coq à l'âne là, mais je voudrais parler du son parce que c'est essentiel dans le travail de la cabine Leslie depuis sa création, c'est-à-dire que dans tous nos spectacles, le son est une composante dramaturgique essentielle et Qui vous crûtes aimer n'y fait pas exception. Pour ce spectacle, Pierre-Mathieu Hébert, qui est le créateur sonore, va travailler avec de la 3D audio, c'est-à-dire un son extrêmement spatialisé. Et le son, encore une fois ici, il a plusieurs fonctions. Donc il a d'une part une fonction, j'ai dit, dramaturgique, donc aussi narrative, et il a une autre fonction qu'on pourrait dire plus émotionnelle. Du point de vue narratif, le son, il agit d'une part de manière qu'on peut très facilement imaginer comme un décor sonore, c'est-à-dire qu'il crée les ambiances, il complète ces images scénographiques qui se délitent un petit peu. Je reprends ma bonne vieille salle de bain. Dans cette salle de bain, eh bien oui, c'est une acoustique de salle de bain, c'est des bruitages amplifiés de salle de bain, donc ok, cet espace me parvient très clairement. D'autre part, comme on a ce son spatialisé, le son nous permet aussi de guider quelque part le spectateur dans la narration. J'ai dit que le spectateur pouvait avoir un sentiment un peu de perdition, de vertige. Ici, le son, il va agir un peu comme un chien d'aveugle, quoi. Il va guider le spectateur parce qu'en synergie avec la lumière, il peut fonctionner un peu comme une caméra au cinéma, c'est-à-dire qu'il peut créer des plans larges qui vont englober l'ensemble de la salle. Il peut aussi créer des focus à un point précis du plateau. Il peut même créer des travelling en se déplaçant avec la lumière. Et tout ceci permet en fait au spectateur un peu comme de baliser le parcours narratif. D'un autre côté, donc, il y a ce côté que j'ai nommé plus émotionnel, qui serait en fait simplement que, comme dans un film, il y a une bande originale pour Qui vous crûtes aimer, qui est là pour amplifier, pour augmenter les sensations et les émotions du spectateur. Au même titre que dans un film, on va avoir la musique de la scène de suspense ou de la scène romantique ou de la scène de terreur, etc. Et puis, dernier point que je voudrais brièvement présenter sur le son. Tout au long du spectacle, on a 3 moments comme ça qui apparaissent hors de la fable, qui sont des espèces de vignettes comme ça qui surgissent et qui sont constituées de reprises de morceaux de variété des années 90. Alors ça mériterait d'être bien plus explicité, mais très sommairement, je peux expliquer ça de la manière suivante. C'est l'un des personnages, c'est comme si ce personnage ne pouvait pas exprimer ce qui se passe à l'intérieur de lui, ses émotions, son ressenti, etc., autrement que par les mots des autres et par ces espèces de lieux communs de chansons qu'on a tous entendues 1000 fois et qu'on connaît tous. Et c'est sa manière à lui de s'exprimer. Comme ça mériterait encore une fois d'être plus explicité, ce qu'on se propose de faire, c'est à la fin de cette présentation de vous faire écouter un petit extrait d'une des reprises que Pierre-Mathieu Hébert est en train de composer actuellement pour vous donner une idée un peu plus concrète de ce que ça pourrait être. Voilà, mais tout de suite je vais laisser la parole à Pierre Isambert pour vous présenter un peu plus concrètement les choses. Merci beaucoup. Donc, Qui vous crûtes aimer, donc un projet, vous l'avez entendu, c'est un projet intime, un projet proche des personnages, proche de Sarah aussi, mais qui se déploie sur le plateau avec une ampleur et une ambition inédite pour la compagnie. Donc je vais faire ce point de production. D'abord vous parler de nos partenaires. La pièce est coproduite par le théâtre de Corbeil-Essonnes dont la compagnie est résidente. Nous sommes soutenus par le département. Le premier temps de création aura lieu en avril. Ce sera 2 semaines de résidence qui seront faites en coproduction avec le théâtre Paris-Villette. Nous aurons un deuxième temps de création qui sera prévu à partir du mois de septembre, pendant le mois de septembre. Nous n'avons pas encore trouvé de lieu pour cette résidence. C'est une résidence qui qui conclura notamment la construction du décor, donc qui demandera un espace conséquent. Enfin, en novembre, nous ferons la 3e et dernière résidence au théâtre de Corbeil-Essonnes et la première aura lieu le 3 décembre. Puis nous aurons une 2e série de dates pendant le mois de décembre avec le théâtre Berthelot. Nous avons déjà réuni la distribution du spectacle. Nous aurons Mexianou Médénou, Carole Daloul, Isabelle Ernoux, Marie Thomas, Christophe Carassou et Tommy Luminet.
Nous sommes actuellement dans l'attente d'un certain nombre de délibérations, notamment du côté de la région. Nous allons solliciter tous les partenaires traditionnels, on va dire, pour ce genre de projet, notamment les sociétés civiles. Nous avons également sollicité plusieurs aides du côté des arts numériques sonores. Nous espérons avec ce projet pouvoir faire une programmation sur la saison 2022-2023. Je l'ai dit, le projet sera prêt pour le premier semestre 2022, mais on connaît déjà, on est conscient de l'embouteillage qu'il va y avoir pour la saison 2021-2022 au niveau de la programmation. Donc on préfère reporter la tournée sur 2022-2023. On a besoin de vous, on a besoin de programmation, on a besoin de partenaires financiers, on a besoin d'un lieu de résidence sur le mois de septembre. On sait que c'est très difficile. Nous, on a commencé cette création avant la crise du Covid. On espère qu'on va réussir à la faire pendant et qu'on arrivera à enjamber la crise. Par ailleurs, nous essayons d'adapter notre création aux contraintes sanitaires. Nous avons notamment créé le dioramaton, qui est une forme individuelle pour un spectateur qui se passe sous cloche, donc compatible avec les contraintes sanitaires. Nous allons également faire une deuxième installation artistique qui sera inspirée de La Petite Sirène. Donc on pourra en parler peut-être un peu plus longuement au moment de notre rencontre. Donc n'hésitez pas à nous contacter et on va se quitter sur un extrait musical composé par Pierre-Mathieu Hébert. Je vous remercie. Ce sont des gens, des yeux, ce sont des gens, ce sont des gens qui s'aiment, ce sont des gens qui s'aiment. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent, même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens, c'est vrai. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment. Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire, sans s'agir, de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.